Hey, salut tout le monde, c'est Benoît F1. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du Grand Prix de Belgique. Un Grand Prix qui ma foi était plutôt intéressant quand même à suivre puisqu'il y a eu plein de rebondissements, plein de dépassements notamment dans le midfield. On va directement commencer par les essais libres 1 avec, vous le voyez, Valtteri Bottas qui a fait donc le meilleur temps devant Lewis Hamilton et Max Verstappen. À noter quand même que c'était quand même assez serré entre Bottas, Verstappen et Hamilton, puisque ça s'est tenu justement en même pas un dixième. Donc ça a présidé un petit peu du bon. Les deux Racing Point suivaient en quatrième et cinquième place. On va évidemment pas parler de Ferrari, puisque Ferrari c'est 14e et 15e, en voyant notamment l'Alfa Romeo pardon, de Kimi Raikkonen finir devant. Donc ça se présentait déjà mal pour l'écurie Ferrari qui a réussi quand même à faire mal tout au long du week-end. On en reparlera. A noter que trois pilotes n'ont pas fait de temps, donc Magnussen, Grosjean et Giovinazzi. Alors Magnussen et Grosjean, il y a eu un gros pépin moteur qui a donc forcé As à ne pas prendre part à la première séance d'essai libre. Et Giovinazzi, je crois qu'il y a eu un problème de boîte de vitesse si je dis pas de bêtises, donc pas de séance également pour les pilotes italiens. Ensuite, la deuxième séance d'essai libre a vu la Red Bull de Max Verstappen mener la séance pour 48 millième devant son ancien coéquipier Daniel Ricciardo. Les Renault marchent quand même plutôt bien ici. Lewis Hamilton finit 3ème devant Alexander Albon 4ème. Valtteri Bottas n'a réussi qu'à faire le 6ème temps. Les Ferrari qui descendent un petit peu en performance puisqu'ils sont 15e et 17e et voient cette fois-ci les deux Alfa Romeo finir devant. D'ailleurs, on pourra noter aussi George Russell qui a eu aussi le luxe de finir, de s'intercaler entre les deux pilotes Ferrari. Grosjean et Magnussen, évidemment, sont les deux bons derniers. Et la troisième séance d'essai libre aura eu l'occasion de confirmer un petit peu la hiérarchie de ce Grand Prix, puisque c'est Lewis Hamilton qui mène devant un valeureux Esteban Ocon pour 2 millièmes quand même, et 2 dixièmes pardon, et Lando Norris 3ème devant donc Alexander Albon 4ème, Bottas 5ème et Verstappen 6ème. A noter quand même la belle performance de Pierre Gasly qui finit donc 11ème devant Nicolas Latifi quand même 13ème. Les deux Ferrari qui sont quand même 17ème et 20ème. Donc voilà, on a vu quand même que le rythme de qualif ils étaient pas là, mais le rythme de course, c'est encore pire. Hein. Donc faudra pas s'attendre à des miracles pour l'écurie italienne. On va donc passer maintenant en qualification et c'est Lewis Hamilton qui décroche la 93e pole position de sa carrière. Et oui, ça fait beaucoup quand même devant donc Valtteri Bottas et Max Verstappen. Daniel Ricciardo, incroyable 4ème quand même devant Alexander Albon et Esteban Ocon. Carlos Sainz est 7ème devant les deux Racing Point de Perez et Stroll 8ème et 9ème. Lando Norris finit 10ème. Danny Kvyat finit à la porte de la Q3 et en 11ème place devant Pierre Gasly. Première fois d'ailleurs que le pilote russe bat Pierre Gasly en qualif. Ça n'avait jamais été le cas depuis le début de la saison. A noter que les deux pilotes AlphaTauri loupent la Q3 de peu puisqu'il y a eu une trentaine de millièmes je crois entre Gasly et la Q3. Donc c'est dommage. Charles Leclerc et Sébastien Vettel complètent la 7ème ligne en 13ème et 14ème position devant George Russell 15ème qui encore une fois envoie Sir Williams en Q2. Kimi Raikkonen est 16ème devant Romain Grosjean et son coéquipier Antonio Giovinazzi en 18ème place devant Nicolas Latifi et Kevin Magnussen. Maintenant, on va donc parler de la course, mais d'abord, on va plus parler du tour de mise en grille, puisque Carlos Sainz n'a pas pris le départ de ce Grand Prix de Belgique, puisqu'il a eu une panne d'échappement lors de son tour d'accès à la grille de départ. Vous savez, le fameux tour de reconnaissance avant justement de se placer sur la grille de départ. Donc c'est quand même la deuxième fois en 4 courses que cela se produit, puisque la première fois que c'était arrivé, c'était avec Nico Hülkenberg
au Grand Prix de Grande-Bretagne, sauf que pour lui c'était le moteur qui avait serré. Donc c'est dommage pour Carlos Sainz qui fait une saison assez médiocre quand même. Il a eu beaucoup de malchance, surtout Carlos Sainz qui se fait battre par Norris, que ce soit en qualif ou en course. Donc ça ternit un petit peu justement sa saison avec McLaren. Sa carrière va être encore plus ternie la saison prochaine quand il rejoindra les Rouges. Donc c'est dommage pour Carlos. On va maintenant passer au Grand Prix, au Grand Prix en elle-même, hein. Enfin en lui-même évidemment. Et on va d'abord parler du départ, et c'est les Mercedes qui viennent en tête au premier virage, comme c'est étonnant évidemment, devant un Verstappen challengé par la Renault de Daniel Ricciardo. Et oui, les Renault marchent à Spa. En même temps, c'est un petit peu logique, puisque les Renault ont toujours tendance à faire de bonnes performances sur des circuits à faible appui, Spa, Monza par exemple. Mais malheureusement, l'Australien ne trouve pas l'ouverture aux combes. Ça a été quand même très serré entre Verstappen et Ricciardo, hein. Ça s'est longtemps battu à deux de front, quand même. Mais bon, la Red Bull était quand même un peu plus rapide que la Renault. Au deuxième tour, le superbe dépassement de Pierre Gasly sur Sergio Pérez à l'intérieur dans le raidillon de l'eau rouge. Petite précision, Gasly avait décidé de prendre un petit peu de poser ses sur la table, puisqu'il a décidé de partir en pneu hard, donc c'est le pneu le plus dur de la gamme Pirelli, sachant que l'allocation de pneus de cette année était plus tendre que celle de l'année dernière, puisque c'était donc C3, C2, C1 pour la Belgique, la Belgique de l'année dernière, alors que c'était C4, C3, C2 pour le Grand Prix, ce Grand Prix là. Donc bien évidemment, Gasly avait donc les médiums de l'année dernière. Donc il réussit à passer donc sur Pérez à l'intérieur du rayon de l'eau rouge pour la 9ème place. Pérez était en soft et Gasly en pneu hard. Pérez qui a quand même fait un petit peu le même geste le même geste. Avec pas la même issue qu'en 2017, il avait fait exactement le même geste que sur Ocon. Rappelez-vous Pérez avait légèrement, même légèrement non, il avait serré Ocon dans le mur pour éviter qu'il passe. Évidemment, ça s'est parti au clash et par deux fois d'ailleurs. Gasly s'est vu quand même, Pérez a fait exactement la même manœuvre, mais cette fois-ci Gasly a pris l'ascendant et pas de dommage évidemment pour les deux. Troisième tour, Gasly continue sa remontée et dépose Leclerc pour la 8ème place. Je précise quand même que dépose est le bon terme pour Ferrari, puisqu'on va dire que Ferrari, la vitesse de pointe, ils connaissent pas. Donc ce dernier se fait également dépasser par Pérez. Donc en un seul tour, Leclerc a perdu 2 places. Au 5ème tour, la débandade continue pour Charles Leclerc. Or du coup, avec sa Ferrari en manque de vitesse, le pilote monégasque voit Norris le sortir de la zone des points. Et oui, Norris passe P10, Leclerc P11. Et puis c'est pas fini, puisque 2 tours plus tard, c'est l'AlphaTauri de Danny Kiat qui passe Leclerc. Leclerc qui a donc perdu 4 places en 4 tours, le voici 12ème. Au 8ème tour, on a quand même une belle bataille entre Stroll et Gasly pour la 7ème place. Le pilote canadien défend ardemment sa position, mais de façon correcte. Et là, 11ème tour, gros crash entre Antonio Giovinazzi et George Russell à la sortie de Fagnes. Donc Fagnes, c'est le droite-gauche avant d'arriver justement au double gauche à la fin du deuxième secteur, hein, carrément. Donc les deux abandonnent et la voiture de sécurité sort pour permettre au Marshall de nettoyer la piste. On va d'ailleurs faire un petit décryptage, décryptage de l'accrochage entre Giovinazzi et Russell, puisque on va dire qu'il y a quand même des choses à dire. Donc on est sur la POV de Antonio Giovinazzi, qui à la sortie de Fan commence un petit peu à perdre l'arrière. Vous voyez quand même la correction sur le volant. Donc il commence un petit peu à perdre l'arrière, peut-être un surplus de vitesse.
peut-être. Ou alors c'est l'Alfa Romeo, puisqu'on sait que l'Alfa Romeo est quand même assez instable quand même du train arrière. Donc ouais, vous voyez, il va dans le mur. Alors, c'est vrai que j'ai oublié d'en parler, mais il y a eu des il y a eu des modifications sur le Grand Prix de Belgique. Il y a eu une deuxième rangée de pneus qui s'est mis en place au Raidillon, là où a eu le crash. D'ailleurs, ça faisait un an, il y a quelques jours, bah, c'était lundi, que Antoine Hubert est décédé. Enfin, je vais pas vous refaire le dessin. Mais il y a eu une deuxième rangée de pneus justement à cet endroit-là au Raidillon. Pour moi, je pense que c'est un petit peu débile de mettre des rangées de pneus parce qu'on l'a vu avec Giovinazzi que justement l'impact. Alors peut-être que c'est parce que le choc était trop violent, mais le mur de pneus, justement, ça protège certes, mais ça fait rebondir la voiture justement et le faire revenir sur la piste. Et pour moi, c'est quand même assez dangereux parce que, vous voyez, le mur de pneus a fait justement rebondir l'Alfa Romeo de Giovinazzi sur la piste. Et George Russell, bah, vous voyez George Russell qui est passé par là. Et d'ailleurs, vous le voyez, George Russell, il a eu un petit souci avec sa suspension avant droite. Et en fait, on sait le pourquoi du comment. C'est que vous voyez la roue là qui se balade, la roue de Giovinazzi. Et ben, elle allait percuter la suspension avant droite de George Russell. Plus de peur que de mal, quand même, les deux réussissent à sortir sans peine. D'ailleurs, la roue, on va la retrouver un peu plus loin à la sortie du virage, à l'entrée du virage Paul Frère, donc le double droit. Donc c'est quand même assez dangereux, sachant qu'un pneu ça pèse 30 kg, quand même. Le caméraman en 2013 s'en souvient encore d'ailleurs. Souvenez-vous, je crois que c'était en Malaisie, il me semble, où il y avait Mark Webber qui avait perdu son pneu avant droit, qui est allé se réfugier chez dans le caméraman, tout simplement, qui lui avait d'ailleurs fait perdre quelques vertèbres au caméraman qui se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment cette année-là. Donc, voilà, heureusement il y a le halo. Normalement le halo est fait, est tel que normalement un pneu ne touche pas la tête du pilote. Donc, heureusement pour lui. Après, est-ce qu'il aurait fallu le drapeau rouge? Dans un sens, oui, parce que même c'était Lewis Hamilton qui qu'il avait dit à la radio qu'il y avait trop de débris, évidemment. Il y a eu plusieurs pilotes d'ailleurs qui ont roulé dedans. Je crois qu'il y avait les deux As, et il y avait la Williams de Latifi aussi, qui se sont passés sur les débris. Je pense que la safety car était le bon choix, mais en voyant qu'il y avait trop de débris, le drapeau rouge aurait pu être un choix logique, mais la safety car, ça a quand même permis aux pilotes de pas justement avoir de crevaison. Donc les pilotes en profitent pour s'arrêter au stand. Alors pas tous, il y a les Renault, il y a les Mercedes, il y a Verstappen, il y a Gasly Perez qui continue. Surtout Gasly Perez qui ne s'arrête pas, qui vont s'arrêter un peu plus tard. Donc ils se retrouvent au 4e et 5e rang. Et encore une nouvelle mésaventure pour Ferrari, puisque les pneus de Leclerc n'étaient pas prêts, tout simplement. Donc il a perdu de précieuses secondes et ressort des stands dernier. Et d'ailleurs, ça m'a fait quand même assez rire, puisque il ressort des stands dernier avec en prime une team radio mémorable. Et oui, on le voit dans les, quand les mécaniciens vont changer de pneus, on voit la respiration de Leclerc dans la radio. Donc déjà, il n'a pas coupé la radio. Il roule, il sort comment dire, il sort de son changement de pneu, voilà, pour gagner justement la fin des stands. Et là, Charles Leclerc nous gratifie. Alors, d'abord, il dit un "Oh, come on". Donc déjà, ça prouve déjà que Leclerc commence à être frustré. Donc, c'est compréhensible vu vu de la voiture, tout simplement.
Et après, il nous sort un putain de Saras qui venait du cœur. On avait le putain de sa mère de Grosjean, rappelez-vous, en 2019. Et ben maintenant, on a la deuxième variante avec Charles Leclerc, donc c'est pas mal. Mais il avait oublié d'éteindre la radio. Il avait oublié d'éteindre la radio. En fait, Charles Leclerc pensait qu'il avait éteint la radio justement pour dire ces deux phrases qui sont sans doute, enfin qui vont être sans doute le team radio de la saison, hein, clairement. Et bah en fait non, il n'a pas éteint la radio et bah il s'est excusé à la sortie des stands en disant que qu'il n'était pas très poli. Je pense que ça s'est entendu, oui, qu'il n'était pas très poli. Donc euh, donc voilà, Charles Leclerc qui commence à être frustré, mais comparé à Vettel, malheureusement Charles Leclerc, il est jusqu'en 2024 avec Ferrari, donc peut pas quitter l'écurie avant. Même si on peut se poser la question que si Ferrari continue comme ça, est-ce qu'on pourrait voir Charles Leclerc quitter Ferrari avant la fin de son contrat? Ça sera une question pour les prochaines années. Affaire à suivre. Donc, 15e tour, la voiture de sécurité entre, les 17 pilotes sont relâchés et à la radio, Hamilton prétend avoir une baisse de puissance due à un problème de recharge de sa batterie. Alors, est-ce que c'est info ou intox? Clairement, venant d'Hamilton, je pencherais plus à de l'intox. Il a déjà fait le coup plusieurs fois. Lewis Hamilton, donc maintenant, on finit par... par exemple, l'exemple qui me revient en tête, c'est Monaco 2019, où il dit à son ingénieur Bono, enfin, Peter Bonington, mais il l'appelle Bono, dire ouais, mes pneus sont morts. Mes pneus sont morts, qu'il n'arrivait pas à garder la voiture derrière qui était Verstappen, qu'il faudrait un miracle et tout pour gagner. Mais au final, il a réussi à tenir Verstappen dans le mal, certes, puisque Verstappen tente quand même un dive bomb au port, donc au virage à la sortie du tunnel. Il a quand même failli envoyer les deux bagnoles au tapis, mais bon, au moins il a tenté, et puis au final, il a réussi à gagner devant Verstappen. Enfin, pour moi, c'est de l'intox. Après, est-ce qu'il a vraiment eu un problème de recharge avec sa batterie? Nul le sait. 17ème tour, Ricciardo passe aisément Sergio Perez en perdition avec son train de pneus usé et passe désormais 5ème. Les Renault tout simplement qui sont là. Et là, 19ème tour, ça aurait pu tourner très très mal pour les Ferrari, un petit peu à la manière du Grand Prix de Styrie, puisqu'on a une grosse bataille entre les deux Ferrari au comble pour la 12ème place. Les deux voitures se touchent sans gravité et Vettel parvient à rester devant Leclerc. Ça prouve maintenant que Vettel, il s'en bat la race maintenant de Ferrari. Clairement, il sait qu'il ne conduira pas pour Ferrari la saison prochaine. Maintenant, en gros, il est un peu en train de faire une Raikkonen Lotus 2013. Il conduit maintenant pour lui-même et plus pour l'écurie. Maintenant, limite, il s'en fout de... Non, maintenant, il s'en fout de l'équipe, maintenant. Maintenant, il roule pour lui-même et il a totalement raison. C'est quand même lui qui dicte la stratégie. Il fait mécanicien, quand il fait mécanicien, il fait directeur de course, il dicte la stratégie, limite, il fait team principal, enfin, c'est lui qui fait tous les postes chez Ferrari, limite. Donc, non, il a totalement raison de piloter pour lui-même. Et désormais, maintenant, Ferrari ont un pilote, c'est Charles Leclerc. Et même avec Charles Leclerc, il galère. Donc, tant mieux pour Vettel. Hein. D'ailleurs, parlant de Leclerc, 22e tour, on apprend qu'il est convoqué chez les commissaires pour avoir roulé lentement lors du tour de mise en grille. Et oui, il ne faut pas dépasser un certain temps pour rejoindre justement la grille. Faut un temps, enfin je crois que le temps, faut pas être au-dessus de 1 minute 4, je crois, pour regagner la grille, la grille de départ. Donc, non, c'est pas 1 minute 4, mais 1 minute 40, pardon. Ce serait mieux parce que le circuit fait quand même... il fait 7 km et je crois qu'un tour c'est une 36, une 37 à peu près, donc 1 minute 40. Au final, il n'aura pas eu d'action supplémentaire.
24e tour ne s'étant pas arrêté lors de la safety car, Gasly voit son successeur chez Red Bull, Alex Albon, lui passer dans Kemmel et passe 5e. Donc la ligne droite de Kemmel, hein, après le raidillon de rouge. 25e tour, Charles Leclerc effectue son deuxième arrêt au stand. Arrêt une nouvelle fois raté et repart dernier. D'ailleurs, les mécaniciens en ont profité pour rajouter de l'air comprimé dans le ponton. Bon, au final, ça n'a pas trop eu d'utilité. Ensuite, 26e tour, bataille de Français entre Ocon et Gasly, à l'avantage du pilote Renault dans la ligne droite de Kemmel et donc passe 6e. 27e tour, Gasly s'arrête au centre pour chausser des pneus médiums et repart dernier. Pendant ce temps-là, sur la piste, Raikkonen se plaint d'une fuite d'eau au niveau de son pied droit. D'ailleurs, j'ai oublié d'en parler, Raikkonen qui a réussi à doubler Vettel à la régulière, sans DRS, à la ligne droite des combes, sans DRS, Raikkonen à l'intérieur, Vettel à l'extérieur. Et il l'a passé, hein. Il l'a passé et il a tenu Vettel derrière lui. Hein. Bon, malheureusement, il aura buté sur Daniel 4, mais j'ai l'impression que Kimi Raikkonen, les points, ça se rapproche petit à petit. Hein. Même s'il en est encore assez loin, peut-être parce qu'il a quand même tenu les points pendant, on va dire grosso modo, 7-8 tours. Donc, dommage après pour Kimi Raikkonen. 32e tour, Gasly dépasse Vettel dans la ligne droite pour la 12e place. Le pilote Ferrari se plaint de pneus usés et tire tout droit d'ailleurs à la fin du virage. D'ailleurs, à la fin de ce tour, Vettel était le pilote le plus lent du plateau. Donc, dommage pour lui. 33e tour, Perez, qui était rentré au centre pour chausser des pneus hard, parvient à venir à bout de Raikkonen pour la 10e place. Et là, 35e tour, Sébastien Vettel reprend du poil de la bête, puisqu'il prend la 15e place à Magnussen. Ouais! Ferrari devant les As. Incroyable. Enfin, Ferrari devant les As. Pas trop, non, parce que Grosjean était encore devant Leclerc. 36e tour, Sergio Perez continue dans sa lancée. Il dépasse Kvyat pour la 9e place et voit son coéquipier Gasly grossir dans ses rétros. En parlant de Kvyat, évidemment. D'ailleurs, en parlant de Kvyat, ça commence à être un petit peu chaud au cul quand même pour son baquet la saison prochaine. On en reparlera quand on arrivera en F2, au F2 et F3. Mais il y a un certain pilote qui est quand même sur la bonne voie au niveau baquet pour 2021. Au 40e tour, les Français finissent fort. Et oui, puisque Ocon chasse Albon pour la 5e place, Gasly prend la 9e place à Perez, et Grosjean réussit à tenir Leclerc derrière lui pour la 14e position. Comme quoi, d'ailleurs, Grosjean il était content d'ailleurs puisqu'il se battait avec les Ferrari. Dommage que ce soit pas pour des victoires. 44e tour, Ocon réussit à passer Albon dans la ligne droite de Kemmel pour la 5e place. Leclerc, quant à lui, parvient à enfin venir à bout de la As de Grosjean. Et bon, ça reflète quand même du week-end catastrophique des Ferrari. Et donc, à la fin de la course, c'est une nouvelle victoire de Lewis Hamilton, sa 89e de sa carrière, et revient à 2 longueurs de Schumacher. D'ailleurs, quand il est sorti de sa voiture, il a fait justement la célébration à Black Panther pour rendre hommage à Chadwick Boseman, si je dis pas de bêtises, si je me trompe pas dans son nom, l'acteur principal de Black Panther qui est mort 2 jours avant le week-end du Grand Prix, le week-end belge. Donc il finit devant Bottas, ce qui permet à Mercedes d'obtenir son 2e doublé de la saison. Et oui, 2 doublés en cette course, c'est quand même pas anodin. Et Verstappen qui finit donc 3e. Je crois que c'est le 5e podium composé de ces 3 pilotes. Pas dans l'ordre, mais je crois que c'est le 3e... Attends. Ouais, je crois que c'est la 3e fois, ouais. Donc, bon. La 5e fois, pardon. Donc... ça prouve quand même que la concurrence, elle n'est pas là. Ensuite, les 2 Renault complètent le top 5 avec en prime le point du meilleur tour grâce à Ricciardo. Ce qui permet donc à Renault d'obtenir le meilleur résultat depuis leur retour en 2016 avec 23 points inscrits contre 22 en Italie la saison dernière. Et d'ailleurs, première fois depuis Canada 2010 avec Robert Kubica que Renault marque le point. Non, à l'époque, on marquait pas de points grâce au meilleur tour, mais première fois que Renault fait un meilleur tour, vous m'avez compris. Donc Albon finit 6ème devant donc Lando Norris et Pierre Gasly qui donc parvient à hisser son AlphaTauri en 8ème position devant les Racing Point 9ème et 10ème.
Danny Kiat finit 11e devant Kimi Raikkonen en 12e place. Suivent ensuite les deux Ferrari, Vettel devant Leclerc. Grosjean finit 15e devant Nicolas Latifi 16e, Magnussen 17e. Et donc vous voyez les trois pilotes. Alors les deux pilotes qui ont abandonné, Giovinazzi et Russell, et Sainz qui n'a pas pris le départ. À noter, aucun pilote, enfin après c'est grâce à la safety car, hein, mais aucun pilote n'a s'est pris un tour justement par les leaders, donc c'est pas mal. Et d'ailleurs, petite stat pour Ferrari. Ferrari d'ailleurs qui collectionne les stats, puisque c'est la première fois depuis fort longtemps que les deux Ferrari ne finissent pas dans le top 10 de tout le week-end, clairement. Hein. Et si les deux Ferrari, déjà pour revenir aux qualifications, les Ferrari passent de peu en qualification, puisqu'ils passent pour, je crois que Leclerc c'était pour même pas un dixième, et Vettel c'était pour même pas 2 dixièmes, donc dangereux pour Ferrari. Mais si les Ferrari s'étaient fait éliminer en Q1, ça aurait été leur pire qualification depuis le Grand Prix de Grande-Bretagne 2014. Rappelez-vous que les deux Ferrari avaient été éliminés en Q1. Alonso avait démarré 16e, pardon. Et Raikkonen, je crois, a dû démarrer 2014. Il y avait 20. Il y avait combien de pilotes en 2014? Il y avait 22 pilotes, je crois. Ouais, 22 pilotes, il me semble, en 2014. Et je crois que Raikkonen dans les 3 derniers, un truc comme ça. Donc, voilà, 13 et 14 pour les deux Ferrari. Ça risque d'être d'ailleurs pire pour le Grand Prix d'Italie, puisqu'ils ont quand même aucune vitesse de pointe, quand même. Puis pour le Mugello qui vient ensuite la semaine d'après. Donc, voilà, le triple header, là, ça risque d'être très compliqué là, pour les deux Ferrari. Hein. Donc, ouais. Heureusement qu'il n'y a pas de public ni à Monza ni au Mugello, parce que je pense que là, les tifosi, il y aurait eu des vagues de suicides. Hein. Là, clairement, il y aurait eu 50 000 morts dû par suicide. Hein. Une overdose de pâtes. Hein. Donc, voilà, c'est Ferrari. Hein. Même si Charles Leclerc qui a dit en interview que la semaine prochaine, ça risque d'être pareil, voire pire. Hein. Donc chez Ferrari, ça part pas trop optimiste, hein, le Grand Prix d'Italie. Hein. Maintenant, on va donc passer au calendrier. Non, pas du tout. Au classement pilote de la saison 2020 avec donc un plus 47 de Hamilton sur Verstappen et un plus 57 entre Hamilton et Bottas. Alexander Albon parvient quand même à hisser sa Red Bull en 4ème position. 3 points seulement devant Charles Leclerc et Lando Norris. Très serré quand même, mine de rien. Stroll est donc 7ème avec 42 points. 6 longueurs quand même derrière le pilote thaïlandais. 9 longueurs devant Ricciardo et Perez qui sont 8ème et 9ème. Devant Esteban Ocon qui rattrape quand même avec 26 points. Au constructeur, là Mercedes, là c'est plié, hein, parce que là ils ont un bon 90 points d'avance sur Red Bull, deuxième. McLaren parvient à monter donc troisième avec 68 points. 2 longueurs devant Racing Point, sachant que, alors pour faire un petit point, Racing Point, le classement actuel, c'est avec les 15 points enlevés justement de Racing Point. Hein. Donc, sinon Racing Point est en 3ème place avec 81 points. Donc Ferrari est 5ème avec 61 points. D'ailleurs, Racing Point a eu une nouvelle réprimande. Donc Ferrari 5ème avec 61 points, 2 longueurs seulement devant Renault avec 59 points. Comme quoi, il y avait 25 points d'écart entre Ferrari et Renault avant le week-end. Hein. Donc je précise un petit peu. AlphaTauri donc 7ème avec 20 points et donc devant les trois dernières écuries. Alfa Romeo 8ème avec 2 points. As 9ème avec 1 point et Williams dernier avec avec 0 points. Allez, maintenant on termine la page F1 pour se consacrer maintenant aux pilotes de F2 et de F3. Pas d'actualité évidemment, enfin pas de nouvelles informations d'actualité et tout, parce que j'ai déjà fait une vidéo consacrée à ça, donc je me dis que ça servait à rien justement de redire les mêmes informations sur une vidéo débrief.
Donc, la Future Race, donc la course longue de F2, a vu donc le pilote japonais Yuki Tsunoda remporter la course grâce aux 5 secondes de pénalité du pilote Nikita Mazepin qui finit donc deuxième. Mick Schumacher finit donc troisième devant Louis Deletraz et Robert Schwarzman qui finissent 4 et 5e. Dan Ticktum finit 6e. D'ailleurs, il n'avait pas fait les essais libres puisque ses résultats Covid n'étaient pas concluants. Bon, il en a fait un deuxième et s'était révélé négatif, évidemment, heureusement. Guan Yu Zhou finit donc 7ème devant Roy Nissany, le pilote franco-israélien qui finit donc 8ème, devant Luca Giotto, 9ème et Callum Ilott 10ème. À noter un petit nouveau. C'est Yuri Vips, le pilote estonien qui remplace Sean Gelael, qui, rappelez-vous, s'était blessé justement lors du Grand Prix d'Espagne. Il a eu, je crois, 2 vertèbres ou 3 vertèbres fracturées. Donc du coup, il est out pour le reste de la saison, puisqu'il faut quand même minimum 3 mois pour qu'il s'en remette. Donc saison terminée pour le pilote indonésien, donc qui sera remplacé par Yuri Vips. Pedro Piquet donc finit 12ème. A noter un accrochage entre les pilotes MP quand même, entre Drugovich et Matsushita. Donc Matsushita qui a abandonné au même titre que Guilherme Samaya sur Campos. Drugovich lui finit à 2 minutes du pilote japonais. D'ailleurs, petite transition, Franz Tost, donc le team principal de l'écurie AlphaTauri, pourrait faire tester justement Yuki Tsunoda lors de quelques séances d'essais libres, et même pour les essais d'après-saison, pour un éventuel, pourquoi pas, baquet en 2021 chez AlphaTauri. Pourquoi pas? Parce qu'on sait que les deux pilotes sont en fin de contrat à la fin de la saison. Mais c'est vrai que Kiat, ça commence à être un petit peu plus compliqué, hein, sachant que Kiat a ramené 2 points depuis le début de la saison, contre 18, il me semble, pour le pilote Pierre Gasly. Donc c'est quand même assez compliqué pour le pilote russe. Donc au championnat du monde, après la première course, c'est Callum Ilott qui garde justement qui garde le commandement donc, de ce championnat avec 7 points d'avance sur Robert Schwarzman 2ème et Yuki Tsunoda 3ème avec 111 points. Suive ensuite une belle bataille quand même entre Mick Schumacher, Nikita Mazepin et Christian Lundgaard qui se tiennent quand même en 7 points. Guan Yu Zhou est 7ème avec 82 points, 5 longueurs devant Louis Deletraz, le Suisse 8ème. Dan Ticktum est 9ème avec 71 points avec 4 points d'avance sur Felipe Drugovich 10ème. Au classement des constructeurs, Prema et Univirtuosi commencent à se disputer la première place. Prema d'ailleurs qui prend le commandement du championnat constructeur avec 5 points d'avance sur Univirtuosi. Hightech Grand Prix est 3ème avec 138 points, 9 longueurs seulement devant l'écurie Carlin 4ème. Hard Grand Prix est 5ème avec 121 points contre 109 pour MP Motorsport 6ème. Jaruz est 7ème avec 79 points, 5 points d'avance sur Dams 8ème. Campos Racing est un petit peu seul 9ème avec 33 points. Suivi après une belle bataille quand même entre HWRS Live et Trident, puisqu'ils se séparent de seulement 3 points. Ensuite, la deuxième course, la Sprint Race, donc la course sprint évidemment, qui a vu une nouvelle victoire de Robert Schwarzman, la 4ème, si je dis pas de bêtises, la quatrième victoire du pilote russe en Formule 2, devant Mick Schumacher, pour une fois que ça se rentre pas dedans, coucou Schumacher, qui fait donc son 6ème podium cette saison. Guan Yu Zhou finit donc 3ème devant Nikita Mazepin 4ème, Luca Giotto est 5ème devant Louis Deletraz 6ème, Christian Lundgaard finit donc 7ème devant Artem Markelov qui donc marque son premier point de la saison, puisque faut que je vous rappelle que le barème des points en F2 sont pas les mêmes pour la course longue et la course sprint. Hein. Donc la course sprint, seulement les 8 premiers marquent des points. Yuki Tsunoda donc finit 9ème devant Dan Ticktum 10ème. Yuri Vips finit donc 11ème, le pilote estonien. Les deux Brésiliens qui suivent, 12ème et 13ème, Piquet devant Drugovich. Giuliano Alesi finit 14ème devant Samaya 15ème. Daruvala finit donc 16ème et Aitken 17ème.
À noter donc Sato, Armstrong, Nissany et Ailot ont abandonné. Nobuharu Matsujita n'a même pas pris le départ. Sa voiture était trop endommagée suite à son contact avec Drugovich en course longue. Le top 10 après la deuxième course de ce Grand Prix de Belgique suffit pour permettre à Robert Schwarzman de reprendre le commandement du championnat avec 10 points d'avance sur Kyle Ailot, deuxième. Yuki Tsunoda est troisième avec son compteur bloqué avec 111 points, mais qui voit quand même Mick Schumacher et Nikita Mazepin lui revenir dans les rétros. Guan Yu est donc sixième avec 92 points, 3 points seulement devant Christian Lundgaard qui descend septième. Louis Deletraz est huitième devant Dan Ticknum et Felipe Drugovich, dont les points pour les deux derniers ne bougent pas. Au championnat des constructeurs, c'est Prema qui prend la poudre d'escampette sur Uni Virtuosi avec 24 points d'avance sur l'écurie Uni Virtuosi. Hightech Grand Prix, donc 3ème avec 152 points, devant donc Carlin 4ème avec 129 points, 6 longueurs devant Hard Grand Prix 5ème. MP Motorsport est 6ème avec 109 points devant Charouz avec 83 points. Dams est 8ème avec 74 points devant Campos 9ème avec 33 points. HW Race Lab est donc 10ème avec 9 points et Trident ferme la marche avec 5 points. Et maintenant, on va passer donc à une étape plus basse, c'est la F3. La F3 avec deux Français cette fois-ci, puisque Théo Pourchère il est là depuis le début de la saison, mais on a un nouveau, Pierre-Louis Chauvet, venu de la F3 européenne, si je dis pas de bêtises, pour remplacer Max Futrell chez Hightech Grand Prix. D'ailleurs, à noter que David Schumacher, donc le cousin de Mick et le fils de Ralph, avait quitté justement, c'était Charouz, il me semble, son ancienne écurie pour Campos. Non, pour Carlin, pardon. Chaque fois, je confonds les deux. Donc, pour le reste de la saison, je suppose. Donc, voilà. Revenons donc au classement de la course 1 qui a vu l'Allemand Lirim Zendeli s'imposer donc devant Théo Pourchère et David Beckmann. Alexander Smoliar est 4ème devant les deux Prema d'Oscar Piastri et de Frédéric Vesti. Oli Cadwell est 7ème devant Logan Sargent, 8ème. Liam Lawson finit donc 9ème devant le néerlandais Richard Verschoor, 10ème. A noter donc les abandons du franco-suisse sous licence. Oui, franco-suisse avec une licence britannique, Clément Novalak. Oui, il a plusieurs nationalités. Jack Hughes et Alessio Deleda. Donc les trois ont abandonné. Le top 10 après la course 1 en Formule 3 voit donc Oscar Piastri prendre l'avantage sur son coéquipier, coéquipier Logan Sargent pour 5 points, quand même d'avance. David Beckmann est 3ème avec 109,5 points, 8,5 points de mieux que Liam Lawson 4ème. Théo Pourchère, notre Frenchie national, est 5ème avec 100 points et peut toujours mathématiquement jouer le titre. Mais bon, on sait que ça va être compliqué avec les Prema, mais il peut néanmoins toujours jouer la 3ème place, ce qui est quand même un très très bon résultat. Frédéric Vesti est donc 6ème avec 78 points et demi devant Lirim Zendeli qui monte de 4 places, 7ème avec 69 points. Jack Hughes est 8ème avec 63,5 points. Alexander Peroni et Richard Verschoor partagent le même nombre de points en 9ème et 10ème place. Au championnat des constructeurs, c'est Prema qui casse la concurrence avec 353,5 points. Trident, deuxième est assez loin quand même, avec même pas 200 points, 194,5 points. Hard Grand Prix, donc 3ème avec 157 points, 37 longueurs devant Hightech Grand Prix 4ème. MP Motorsport est 5ème avec 94 points devant HWA Race Lab 6ème avec 70,5 points. Campos Racing est 7ème avec 58 points, seulement 8 longueurs d'avance sur Carlin avec 46 points. Genzer Motorsport et Charouz Racing System. Genzer a 11 points, pardon, j'avais vu 1 point. Non, et Charouz est 10ème avec un seul point marqué. La course sprint, la deuxième course de ce Grand Prix de Belgique, a vu l'Américain Logan Sargent s'imposer devant Frédéric Vesti et Liam Lawson, doublé Prema pour la deuxième course. Deux doublés Prema ce week-end avec la Formule 2. Donc Lawson finit donc 3ème devant les deux Hart d'Alexander Smoliar et de Théo Pourchère. Donc deux Hart dans le top 5, c'est plutôt pas mal.
Oscar Piastri donc finit 6ème devant Richard Verschoor 7ème. Lerim Zendeli, le vainqueur de la course 1, finit que 8ème devant David Beckman et Sébastien Fernandez. Oli Cadwell finit donc 11ème devant Fittipaldi 12ème. Schumacher finit donc 14ème devant Clément Novalak 15ème. A noter donc les abandons de Michael Beloff, le pilote russe sur sa Charouz. Pierre-Louis Chauvet qui a abandonné seulement au bout d'un tour. Et Jack Doohan qui a donc abandonné sur sa HWA Racelab. Au championnat du monde des pilotes, après la deuxième course, Logan Sargent reprend la tête du championnat pour 7 points d'avance sur Oscar Piastri, deuxième. David Beckman est troisième avec 111,5 points, un demi-point seulement d'avance sur Liam Lawson, quatrième. Théo Pourchaire est cinquième avec 106 points, 90,5 points pour Frédéric Vesti, sixième sur sa Prema. Lerim Zendeli est 7ème avec 72 points devant Jack Hughes, 8ème avec 63,5 points. Qui voit quand même un néerlandais revenir dans ses rétros, un Richard Verschoor qui a seulement 1,5 point de retard sur le pilote britannique. Alexander Peroni descend 10ème avec 58 points. Au championnat du monde des constructeurs, après la course 2, voit Prema alourdir son avantage avec 387,5 points contre 199,5 points pour Trident. Hard Grand Prix est 3ème avec 172 points et porte son avance à 42 points sur Hightech Grand Prix. MP Motorsport est 5ème avec 98 points devant HWA Racelab avec 70,5 points. Campos réduit un petit peu l'écart avec HWA 7ème avec 58 points. 8 points seulement d'avance sur Carlin. Jensen Motorsport et Charouz Racing System n'ont pas bougé puisqu'ils gardent le même nombre de points que la course 1 avec 11 et 1 point. Et voilà, on a terminé donc pour ce débrief de ce Grand Prix de Belgique. J'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en mettant un pouce bleu, un commentaire, partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux, avec vos proches, avec vos amis, avec qui vous voulez, du moment que vous partagez. On se retrouve donc la semaine prochaine pour le débrief du Grand Prix italien à Monza. D'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde.